Je vais passer tout de suite la parole à Catherine Mounera qui va introduire la session plénière. Donc, Catherine est responsable scientifique sur les problématiques toxicologie et écotoxicologie à l'ANR. Elle est également professeure d'écotoxicologie à l'UCO d'Angers et vice-recteur, ou vice-rectrice plutôt d'ailleurs, sur les aspects recherche et innovation à cette même UCO d'Angers. Voilà Catherine, la parole est à toi. Oui, c'est mieux si je prends le micro. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric pour cette introduction. Donc, il me revient maintenant le plaisir d'introduire notre conférencier invité, donc Jérôme Rose. Jérôme, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au CEREJ plus particulièrement à Aix-en-Provence, mais également professeur adjoint à Rice et Duke University aux États-Unis, et vous avez reçu 2 médailles du CNRS. La première médaille de bronze en 2006 pour vos travaux sur les risques environnementaux et sociétaux. Et la deuxième médaille, médaille d'argent, plus récente, puisqu'elle date de l'année passée, en 2020, pour vos travaux, toujours dans le domaine des sciences de l'environnement. Vous travaillez donc depuis bien longtemps maintenant sur les nanomatériaux, plus particulièrement sur les mécanismes. Vous êtes vraiment un spécialiste des mécanismes d'exposition aux nanos de différents produits commerciaux, et ceci à différentes étapes de leur cycle de vie. Vous avez participé, puis vous participez encore très activement à de nombreux conseils scientifiques, en particulier à l'INSU du CNRS, où d'ailleurs vous êtes chargé de mission sur les grands instruments. Vous participez également à de nombreux programmes de recherche, tant au niveau national, mais également au niveau international, notamment sur les nanos. On peut citer NanoReg, NanoReg 2, Nano4Gov, NanoInformatics, etc. Je ne vais pas tous les énumérer, loin de là. Enfin, pour terminer, vous avez dirigé le LabEx Sérénade que Thierry Darmeval, PDG de l'ANR, a cité de 2014 à 2020 pour justement développer le concept du Safer by Design, qui est une approche qui vise à minimiser la toxicité des nanomatériaux dès la conception du produit, en tenant compte justement des différentes étapes du cycle de vie. Mais rassurez-vous, je ne vais pas tout dévoiler et je vous laisse donc la parole pour cette conférence introductive à ce colloque conjoint ANSES-ANR vers une conception de matériaux innovants, durables et sûrs. Jérôme, vous avez la parole pour 15 minutes et ensuite nous aurons 5 minutes d'échange avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction un petit peu embarrassante, et en tout cas, je voulais remercier chaleureusement le comité de m'avoir sélectionné pour cette conférence un peu stressante, introductive. Stressante parce que je vais parler au nom de beaucoup de personnes, en particulier parce que je vais représenter, je crois aujourd'hui, les résultats de plus de 10 ans de travaux qui ont été menés par les membres du LabEx Sérénade. Donc, je m'appelle Jérôme Rose, je travaille au CEREJ, c'est un laboratoire sciences de l'environnement, je suis physico-chimiste, je dois confesser un peu de géologie dans mon parcours. Notre laboratoire est un laboratoire multitutelle et nous faisons partie du Carnot eau environnement. Vous comprendrez assez rapidement pourquoi on fait partie de ce Carnot. Alors, je m'associe au fait que cet événement aujourd'hui est vraiment très intéressant, très pertinent, tant les communautés des chercheurs qui travaillent sur les nanomatériaux et microplastiques ont des questionnements communs et ont des problématiques communes et des méthodologies à partager. Néanmoins, bien sûr, on est toutes et tous conscients que dans le cadre des nanotechnologies, il y a quelques spécificités à ces nanomatériaux, en particulier parce que les propriétés dites nano n'apparaissent que pour des tailles très très petites, inférieures à 20 nanos, comme l'avait montré Mélanie Offan il y a quelques années, l'avait rappelé en tout cas dans une belle bibliographie, et que ça peut se distinguer des particules naturelles ou des nanoplastiques ou des microplastiques. Alors, je ne vais pas être très long, mais je vais rappeler rapidement pourquoi on s'est retrouvé à travailler dans les nanomatériaux. Et en fait, on faisait des nanos avant de savoir que ça s'appelait des nanos. Dans notre équipe, on travaillait depuis le milieu des années 80 sur le développement de polycations métalliques, on les appelait comme ça à l'époque, dans le cadre du traitement de l'eau. Donc là, vous comprenez pourquoi on fait partie du Carnot eau environnement.
Et quand la question de la toxicité et quand le terme nanotechnologie est vraiment apparu au début des années 2000, on s'est dit pourquoi ne pas s'emparer de cette question-là et pourquoi ne pas aller vers ces objets, puisqu'en fait, on est familier de ces objets-là. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on se posait des questions. Il n'y avait pas de résultats sur la dangerosité de ces objets, ou très très peu d'articles, moins de 10. Et on se disait, mais c'est petit, ça a la taille d'un virus, ça peut entrer dans les cellules. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec ces objets? Donc, avec une casquette de physico-chimiste, on s'est lancé dans des projets collaboratifs avec beaucoup de collègues toxicologues et toxicologues, dont beaucoup d'ailleurs vont parler aujourd'hui. Et puis, assez rapidement, parce qu'on a un côté physico-chimiste et sciences de l'environnement, on s'est dit, mais il faut aller au-delà de bien sûr, la toxicité, c'est très important, mais il fallait aussi se lancer sur la question de l'exposition, et en particulier de l'exposition de l'environnement. Et on est arrivé assez logiquement en fin 2011 à rédiger ce texte qui a été accepté par l'ANR, donc le LabEx Serenade dont je vais beaucoup parler. Alors, le titre est peut-être un petit peu ambitieux, nanomatériaux innovants, durables et sûrs. Alors, nanotechnologie intrinsèquement développe des matériaux qui ont beaucoup de potentiel, donc je ne vais pas y revenir. Vous avez toutes et tous en tête beaucoup d'applications intéressantes qui ont été rappelées d'ailleurs en introduction. L'éco-conception, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup dans nos laboratoires. C'est vraiment le lien à comment on peut développer de nouvelles technologies tout en ayant un impact le plus faible possible sur nos ressources et en générant le moins d'émissions possible. Ça, j'en parlais un peu, mais c'est un concept qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et puis, je détaillerai surtout ce qu'on a fait dans le cadre de Serenade, c'est-à-dire l'approche Safer by Design, à la fois pour l'homme et pour l'environnement. Alors, il faut vraiment qu'on se replace dans le contexte de la fin des années 2010 où, en fait, REACH, bien sûr, était en train d'arriver et où on commençait déjà à se poser les questions sur peut-on ou ne peut-on pas inclure les nanos dans la réglementation REACH et donc comment on peut tester la sécurité de ces objets avant de les mettre sur le marché. La question de la définition, d'ailleurs, a été déjà posée en 2010, elle est toujours d'actualité, on voit que ça évolue assez lentement dans certains aspects, mais en tout cas, c'était le contexte dans lequel on se positionnait, et donc on a lancé ce LabEx qui a été, LabEx, vous allez le voir, avec beaucoup de partenaires, dirigé par Jean-Yves Bottero, et j'en ai pris l'animation à partir de 2014. Alors, un LabEx national avec multitutelle, beaucoup de compétences diverses à la fois sur la synthèse des matériaux, la toxicité, l'écotoxicité. Vous allez avoir en fait déjà trois membres, trois intervenants d'aujourd'hui, Mélanie Hoffin, Marie Carrière et Sophie Lannon, qui ont été membres de ce LabEx. Et puis avec des industriels qui n'étaient pas juste intéressés, mais qui étaient partenaires, c'est-à-dire qui ont géré des tâches avec nous. Donc ça, c'était un point très important, et c'était un parti pris d'ailleurs qu'on a eu. Alors, l'idée de Serenade, c'était un petit peu ambitieux à l'époque, en 2010, en 2011, on s'est dit, on va essayer d'intégrer dès la phase de conception des matériaux, à la fois la question, bien sûr, des propriétés nécessaires, mais aussi voir comment on pouvait modifier les objets pour qu'ils soient le moins toxiques et surtout le moins à risque. Alors, c'est donc un nouveau paradigme, comment on peut cumuler ces deux types de critères qui parfois peuvent s'opposer. Et donc, notre idée, c'était de se dire, essayons quand même de partir de ce cahier des charges, de fabriquer les objets et de les tester durant leur cycle de vie, leur cycle d'usage et même jusqu'à la fin de vie, et vérifier à chaque étape si on respectait nos critères initiaux. Alors, ce n'est pas à vous que je vais parler de la question des risques, mais effectivement, à la fin des années 2010, on abordait le risque surtout côté danger, c'était bien sûr l'urgence à cette époque-là, et même si la question de l'exposition des travailleurs était déjà abordée, il y avait plusieurs projets européens, la partie exposition était un peu le parent pauvre, et en tout cas l'exposition de l'environnement était un peu le parent pauvre, et donc, dans le cadre du LabEx Serenade, on a décidé de renforcer un peu cet axe-là, en particulier si on se positionne dans le cadre du cycle de vie d'un produit, pas seulement des nanos, mais du produit dans lequel on va incorporer des nanos, puisqu'en fait, on va commencer par fabriquer ces nanos, on va les modifier parfois en surface, on va les incorporer dans des matrices, et puis on va les utiliser. Et donc, à cette étape du cycle de vie, en 2011, il n'y avait pratiquement pas de littérature, on ne savait pas réellement quantifier l'exposition des utilisateurs, et surtout savoir comment les produits étaient relargués, modifiés, altérés, dégradés. Alors, la dégradation, la stabilité de produits, peinture, ciment, enfin produits de la vie courante, on sait le faire. Les industriels ont développé depuis très longtemps des protocoles normalisés. Et donc, l'idée n'était pas de partir de la feuille blanche, mais d'adapter ces protocoles d'altération chimique, climatique, physique à la question des nanos pour savoir comment, est-ce que d'abord les nanos étaient relargués et sous quelle forme, libre, agrégés les uns aux autres, ou alors collés à la matrice qui les contenait, ou même incorporés encore dans la matrice. Et alors, parce qu'on a
des compétences, on a des compétences dans le consortium en physique des matériaux, chimie des matériaux. On s'est surtout intéressé à la question, mais comment sont-ils relargués et quels sont les modes d'action de ce relargage pour essayer de le prédire et donc de le modifier. Alors, caractériser des nanos dans une matrice, c'est pas facile, hein, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face, c'est très compliqué. Et donc, on a mis en place des méthodologies de caractérisation. Outre les méthodologies de vieillissement, on a développé des outils de caractérisation multi-échelle, partant de l'échelle macroscopique jusqu'à l'échelle nanométrique, en couplant beaucoup d'outils qui sont basés sur le rayonnement X, mais le rayonnement électronique aussi. Et puis, de l'imagerie chimique 2D jusqu'à l'imagerie 3D, jusqu'à l'échelle 3D, en fait, nanométrique à l'échelle 3D. Alors, juste un petit détail sur ces méthodologies, parce que c'était à l'époque, hein, en 2011, voilà, on a mis au point ces méthodologies. L'intérêt de ces outils, c'est qu'en fait, on peut, sur le même objet physique de plusieurs centimètres cubes, parfois un peu plus gros, avoir une vision globale de l'objet et puis zoomer sur cet objet avec la nanotomographie, avec des tailles de pixels ou de voxels en 3D, on parle de voxels, de 16 nanomètres qui sont donc cohérentes avec l'échelle des nanomètres, des nanoparticules. Alors, je ne vais pas vous embêter trop, mais on est même, voilà, on travaille aussi non seulement sur l'absorption des rayons X, mais aussi sur le front d'onde et sur le contraste de phase qui est généré par les interfaces. Bon, je ne vous embête pas trop avec ça, mais en tout cas, cette méthodologie nous a permis, là vous le voyez, un petit ciment qui contient des nanoparticules de TiO2, ciment photocatalytique, a été altéré entre le haut et le bas. Le bas est très poreux. Et bien, on a été capable justement de montrer comment les nanos étaient relargués de ces objets. On a travaillé sur d'autres objets, par exemple des lasures qui incorporent des nanos qui vont pour protéger le bois. Et ça, c'est aussi un sujet très important, très pertinent et d'actualité. On a d'abord fait vieillir ces matériaux et puis on a essayé de regarder comment les nanos. Alors ici, vous avez un rectangle là dans lequel, en fait, c'est la lasure, hein, et on a isolé seulement les nanos avant de faire vieillir ces produits-là. Vous avez à gauche le bois, le support. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en vieillissant ces lasures, en les utilisant, eh bien, la lasure se dégrade, mais surtout les nanos à l'intérieur continuent de s'agréger. Et ce qui était un élément important à comprendre pour comprendre justement leur relargage durant leur phase d'utilisation. Alors, un petit aparté, c'est que ces outils, bien sûr, sont pertinents pour les matériaux, mais sont aussi pertinents en toxicologie parce qu'en fait, on peut regarder dans des tissus eh bien, la localisation des nanos, leur composition et leur modification physico-chimique. Ici, sont des poumons des poumons. On a travaillé aussi à droite, vous avez une racine dans laquelle on a aussi localisé les nanos. Alors, je reviens un peu à ce lab Xerenade. Une des originalités, c'est que dès 2013-2014, on a décidé de se lancer dans la synthèse de produits, donc des cas d'études, autour de différents domaines d'application, à la fois des peintures photocatalytiques ou des crèmes solaires avec des filtres d'absorption UV et nano, des emballages élémentaires incorporant des nanos ou des quantum dots. Donc, toute une série, alors je ne les mets pas tous parce qu'en fait, il y en a 12 au total qui ont été lancés, mais l'idée, c'était vraiment de tenter l'exercice. Alors, on a dans la majorité des cas, essayez justement, comme je vous disais précédemment, de regarder ces matériaux, de les fabriquer, puis de les tester sur la totalité de leur cycle de vie pour qu'on ait le maximum d'informations sur à la fois la dangerosité, mais aussi l'exposition de l'environnement et des consommateurs et des travailleurs autour de ces produits-là. Alors, je vais introduire rapidement un des projets qui s'appelait Sac à dos, j'adorais l'acronyme, qui est donc en fait un projet qui a été coordonné par Marie Carrière, qui va intervenir juste après, et qui a cherché à améliorer, ou en tout cas diminuer le risque de ces objets. Vous le savez, les quantum dots sont des propriétés optiques particulières, et en fait, pour fabriquer ces objets-là, qui sont des semi-conducteurs, on ne peut pas utiliser tous les matériaux, parce que tous les atomes ne peuvent pas avoir ces propriétés-là. Et à l'époque, c'était surtout le cadmium qui était utilisé, et on connaît la toxicité de ce cadmium. Donc l'idée de Marie, même s'il y avait d'autres sujets, hein, d'autres équipes qui avaient la même idée, c'est d'avoir un projet très intégré et de développer plusieurs stratégies en partant de notre feuille de route, nous, de Xerenade, en couplant les propriétés du matériau et en diminuant la toxicité, mais aussi en augmentant la stabilité de ces produits durant leur phase d'utilisation. Et alors, Marie a développé cette idée des 3 R, remplacer, réduire et éviter le relargage. Ça marche aussi en français, d'ailleurs, les 3 R. Et donc, l'idée, c'était bien sûr de substituer le cadmium par d'autres atomes. Alors, comme je vous le dis, on ne peut pas substituer le cadmium par n'importe quel atome. Il faut quand même que les propriétés optiques soient maintenues. Et donc, le confinement quantique, on ne peut pas l'avoir avec tous les atomes. Et donc, elle avait choisi à l'époque l'indium, qui est moins toxique que le cadmium, même s'il y a toujours une petite toxicité. Et donc, son idée, c'était aussi de réduire la quantité d'indium en faisant du dopage. Donc là, on est vraiment dans la science des matériaux.
Et puis, en travaillant sur les coques, les enrobages de ces objets-là, éviter au maximum le relargage des éléments les plus toxiques pour réduire au maximum la toxicité et le risque de ces objets. Alors, je vais vous frustrer un peu parce que je ne vais pas vous montrer tous les résultats, mais ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie des 3R a été efficace, même si on n'obtient pas des objets qui n'ont pas de toxicité, mais en tout cas dans laquelle on a un meilleur contrôle et une belle diminution du risque à utiliser ces produits. Alors, je vais détailler un petit peu plus un deuxième projet, parce que ça a été un projet très emblématique qu'on a lancé dès 2012 autour des peintures photocatalytiques. Alors, vous connaissez pourquoi l'intérêt de ces objets photocatalytiques, en tout cas dans le bâtiment, le génie civil, c'est qu'en fait, le TiO2, qui est un semi-conducteur, va être capable de dégrader des polluants. Donc, on a une capacité non seulement de maintenir des façades blanches, bon, ça c'est un intérêt bien sûr économique, ça évite de repeindre trop souvent la façade, mais il y a aussi un effet de dépollution de l'air en convertissant des gaz toxiques comme les SOX et les NOx en nitrate et sulfate. Alors, pourquoi c'est emblématique? Parce qu'en fait, une des sociétés Alios, qui était partenaire dans notre Labex, avait déjà en 2010 des produits commercialisés photocatalytiques. Et donc, on s'est dit, eh bien, on va essayer. Donc, ils avaient déjà fait toute une partie de R&D, et donc, ils avaient déjà identifié des produits qui étaient photocatalytiques. Et nous, on a essayé d'ajouter à cette contrainte d'application, eh bien, des contraintes sur la sécurisation de ces objets en diminuant leur toxicité, en augmentant leur efficacité, en évitant au maximum le relargage. Alors, je ne suis pas un spécialiste des processus d'innovation, mais en tout cas, beaucoup de processus d'innovation se positionnent dans le cadre du stage gate, c'est-à-dire qu'on va, étape après étape, se donner des objectifs, et si ces objectifs sont atteints, passer à l'étape 2, l'étape 3, etc. Et donc là, comme Alios avait déjà développé beaucoup de R&D, on s'est positionné, non pas au début du processus, mais on a dit on va essayer de tirer profit, bénéfice déjà des investissements qui avaient été faits, et de se positionner, alors on était à l'étape 2 et 3 de ce processus d'innovation. Alors, une des approches pour essayer de diminuer la toxicité, de diminuer l'exposition aux nano, c'est en particulier de modifier leur enrobage. Et donc, une des stratégies a été d'utiliser des ligands bio-inspirés, donc différents types de ligands, je ne vais pas vous les détailler tous, qui permettent de mieux disperser les produits, de les rendre plus efficaces et aussi d'affecter ou de diminuer leur toxicité. L'autre solution est un petit peu opposée. L'idée, c'était de se dire, on va déposer nos TiO2, qui sont les composés actifs, on va les déposer sur des objets beaucoup plus gros, non nano, et donc on va affecter fortement leur comportement et modifier leur largage et en fait le réduire fortement. Là, la question, c'était de savoir, est-ce qu'on maintient, en faisant ça, en déposant les nanos sur un support, la propriété photocatalytique. Donc ça a été testé. Je vous montre là à gauche la stratégie des ligands, et à droite la stratégie du support. Et on voit que la stratégie des ligands a été très efficace parce que vous avez les différentes couleurs. Là représente l'évolution de la propriété photocatalytique avec le temps jusqu'à 1000 heures de tests. Et on voit que les produits qu'on a proposés étaient efficaces et devenaient encore de plus en plus efficaces avec le temps. Alors que, bon, il faut bien l'avouer, la stratégie support n'a pas été la plus efficace. Alors, pour continuer la démarche, il fallait tester, bien sûr. On voit que là, on respecte le cahier des charges sur l'application, le domaine d'application. Il fallait respecter le cahier des charges sur la dangerosité. Est-ce que ces produits étaient toxiques? Alors, je vous montre un exemple. Il y a eu pas mal de tests qui ont été faits en termes de toxicité, cytotox et écotox. Là, sur un test classique de cellules pulmonaires, eh bien, jusqu'à 100 mg par litre, donc des doses très élevées, il n'y avait pas de toxicité avérée de ces objets. Donc, on respectait un petit peu les deux parties du cahier des charges. Mais ce qu'on avait un petit peu oublié en tant que chercheur et pas industriel, c'est que avant de mettre une peinture sur le marché, il faut vérifier que ces peintures n'émettent pas de carbone organique volatile, qui est des nanos ou pas. C'est vraiment une réglementation. Et alors là, vous avez alors les molécules qui sont attestées sont formaldéhyde, méthanol, enfin ce que vous voyez sur la figure là. Alors en gris, les bâtonnets en gris sont les peintures qui étaient déjà commercialisées par Alios avant que le Labex démarre. Et donc vous voyez que, alors, elles respectaient la réglementation, ça c'était le premier point. Et vous voyez que les bâtonnets là, de nos trois couleurs, nos produits, eh bien, permettaient de baisser un tout petit peu l'émission, mais vous voyez bien que c'était pas parfait parce que ça marchait bien pas trop mal pour formaldéhyde, mais pour d'autres, c'était pas suffisamment satisfaisant. Et en fait, on s'est rendu compte que cette idée d'innovation linéaire, elle n'était pas forcément la plus adaptée. Et en fait, on est reparti d'un cahier des charges, en tout cas d'une feuille blanche, et on a essayé de faire abstraction de toute l'innovation qui avait déjà été développée par Alios. Et en repartant d'une feuille blanche, en fait, on s'est rendu compte que les peintures qui avaient les meilleurs rendements, en tout cas qui émettaient le moins les COV, étaient celles qui avaient une matrice inorganique. Bon.
Pour un chimiste, ce n'est pas très surprenant, mais on voit bien là que le processus d'innovation doit être pris vraiment à la source. Alors ça, c'est notre exemple emblématique. Et qu'est-ce qui traduit cet exemple-là? Il traduit le fait que si on veut développer des produits safer by design, il ne faut pas seulement se focaliser sur les nanos, mais prendre aussi en compte le produit et le domaine d'application. Et donc, il faut à la fois développer des nanos qui soient plus sûrs, mais à la fois mieux comprendre l'interaction avec la matrice qui va être l'hôte de ces nanos. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment une leçon et qu'on a essayé d'appliquer après à d'autres domaines d'application, notamment sur les emballages alimentaires. Alors là, je ne vais pas vous donner les résultats, hein, mais alors en travaillant sur des plastiques biodégradables, donc là, on est dans vraiment au vif de la question des microplastiques aussi, mais savoir comment les nanos allaient réagir à ces produits biodégradables. On l'a appliqué à d'autres domaines. Par exemple, les multicouches qui sont importantes, qui vont avoir des propriétés optiques importantes à la fois dans des applications en optique, mais aussi sur les panneaux photovoltaïques, donc pas mal d'applications différentes. Et là aussi en travaillant avec des produits biodégradables ou des composés naturels tels que les imogolites. Les imogolites sont en fait des argiles, ce sont des familles d'argiles. Alors, je vais conclure parce que vous voyez bien que le processus est forcément compliqué. La difficulté, c'est bien sûr d'extrapoler les résultats et de les généraliser. Mais j'aimerais finir par des touches positives. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a appris du passé et que si il y a une centaine d'années, on développait des produits, on les commercialisait, puis 40 ans après ou 30 ans après, on se rendait compte qu'ils étaient toxiques, eh bien, on avait pris un petit peu trop de retard. On se rend compte dans le cas des nanos, comme vous voyez sur la figure de droite, que on est vraiment dès les débuts de l'innovation, on est déjà en train de se poser la question de l'innocuité de ces objets, à la fois pour l'homme et pour l'environnement. Donc je voulais vraiment finir par cette touche positive, parce que je crois que ces processus d'innovation aujourd'hui sont bien mieux encadrés et contrôlés. Alors, je ne peux pas finir sans... Alors, je ne peux pas mettre les noms, on était plus d'une centaine à travailler dans le LabEx Serenade, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu stressé, parce que je les représente toutes et tous. Non seulement ce sont toutes et tous de fantastiques scientifiques, mais vraiment, je peux le dire, des amis aujourd'hui. Et puis, on a formé beaucoup de jeunes, de doctorants, de post-doctorants, brillants pour beaucoup. Et peut-être, alors là, je ne sais pas trop si ça va parler à l'ANR, mais en tout cas, nous, ça nous parle beaucoup. Les jeunes qui ont bénéficié de nos financements ont, vous le voyez, à pratiquement plus de 85% et trouvé un job 6 mois après leur fin de contrat. Là, c'était l'échéance qu'on s'était donnée. Et pour plus de la moitié des CDI. Et ça, c'est peut-être pour nous la plus belle des réussites. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. J'ai été un peu plus long que les 15 minutes, Catherine. Je suis désolé. Écoute, merci beaucoup pour cette conférence introductive très intéressante. Et puis, c'est très bien. Tu finis par une touche, je dirais, positive. Et puis, tu montres effectivement l'insertion des doctorants. C'est vraiment très, très bien. On a eu un certain nombre de questions dans le chat. Et donc, je souhaiterais au moins t'en poser une parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, la question est la suivante. Est-ce que l'objectif diminuer l'exposition aux nanos est un objectif rationnel en soi? Il y a des nanoparticules peu toxiques et des molécules très toxiques et vice-versa. Est-ce que tu pourrais nous apporter ton éclairage? Alors, nous, ce qu'on a voulu, c'est rééquilibrer un petit peu l'approche du risque et vraiment marcher sur les deux jambes, savoir la dangerosité et l'exposition, parce que c'est vrai qu'en 2010, l'exposition et en tout cas le relargage des matrices n'était pas abordé. Alors, je suis d'accord, dans certains cas, les objets sont extrêmement toxiques et c'est peut-être pas la peine d'aller au bout du processus, parce que dès les premières phases, et d'ailleurs dans un des critères, il faut que l'objet soit le moins toxique possible, la nanoparticule en tant que telle. Donc la réduction de l'exposition n'est pas l'alpha et l'oméga de la réduction du risque. On peut quand même citer un exemple intéressant qui est peut-être pas tout à fait adaptable au nano, mais le risque physique nucléaire aujourd'hui est contrôlé en principe. Enfin, le principe principal, c'est justement de réduire l'exposition à zéro. Alors, ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est la règle de la gestion du risque nucléaire. Alors, est-ce qu'avec les nanos, on peut... moi, je pense qu'il faut qu'on voit les nanos non seulement comme un composant chimique, mais comme un risque aussi physique. Et je crois effectivement que combiner le risque à la dangerosité, l'exposition à la dangerosité, nous permet d'avoir une meilleure évaluation. Mais en effet, la zéro exposition n'est certainement pas l'alpha et l'oméga de la gestion du risque des nanos. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jérôme. J'aurais juste une autre petite question. Par rapport à ce concept du safer by design, au jour d'aujourd'hui, est-ce que de nombreux industriels, justement, l'utilisent et est-ce qu'il y a une applicabilité, on va dire, réaliste?
C'est une excellente question. On participe, enfin, on est nombreux, je pense, aujourd'hui à participer à pas mal de projets européens qui justement cherchent à continuer à développer cette approche Safer by Design. Il y a des il y a des outils informatiques qui aident les industriels justement à avoir cette approche-là. Honnêtement, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs raisons à ça. Beaucoup d'industriels, et en particulier les PME, considèrent que c'est un peu compliqué, les outils sont un peu trop complexes, et donc ils ont du mal à s'approprier les concepts du Safer by Design. Donc ça reste difficile à mettre en œuvre. Certaines parties du cycle de vie sont peut-être plus faciles à mettre en œuvre pour les industriels, en particulier la phase de fabrication. Mieux sécuriser la phase de fabrication, mais je dois avouer que c'est encore pas une méthodologie qui est facilement transposable à toute industrie. Et en particulier, je vous disais sur les PME, l'inquiétude, c'est que ça augmente en fait leur coût aussi, hein, parce qu'ils ont besoin de compétences peut-être complémentaires à ce qu'ils ont dans leurs unités. Ben écoute, merci beaucoup Jérôme pour cette présentation, cette réponse aux questions. Et donc, il convient maintenant d'introduire la première session sur les sources, la caractérisation et le comportement dans l'environnement. Et donc, c'est avec plaisir que je vais présenter les deux modérateurs, Emmanuel Flao, qui est directeur de recherche au CNRS, au CRIMAT à Toulouse, et également Johnny Gasperi, qui est professeur à l'université Gustave Eiffel. Donc, je vous laisse la parole.